professeur Konjo Brossala Didi. Il est ressortissant du Tchad, un pays proche du Cameroun. Donc vous allez l'écouter. C'est lui qui va prendre la parole. Je vous applaudissements le professeur Konjo, je vous en prie. Bonsoir à tous et merci au collectif de m'avoir associé à cette manifestation. Je suis Konjo Brossala Didi, vice-doyen de la faculté de sciences sociales et de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale. Et je suis phénoménologue, donc philosophe phénoménologue. Je vais vous parler de la responsabilité de la diaspora africaine dans l'émergence de l'Afrique. Peut-être que je vais vous décevoir, mais je commencerai par dire que l'Afrique, du point de vue culturel, l'Afrique n'est pas une. L'Afrique a une diversité de cultures qui sont différentes les unes des autres, mais l'Afrique est une du point de vue de son esprit. Donc l'Afrique est une du point de vue spirituel, donc de l'esprit, mais différentes cultures la traversent. Alors, qu'est-ce qu'une culture? La culture, c'est l'ensemble des symboles, rites, que les hommes mettent ensemble pour s'assurer une bonne vie, pour se maintenir dans l'existence. Et du point de vue politique, la culture aide à donner des fondements aux personnes. La culture donne une structure qui sera ensuite traduite dans les différentes réalités. La tentation, quelquefois chez nous Africains, c'est de croire que la culture est fossilisée et qu'on doit aller l'exhumer. La culture est dynamique. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes Africains qui sont très en phase avec la culture, une nouvelle culture, la culture des NTI, nouvelles technologies de l'information, la culture de l'Internet. Nous parlons le français, qui est une langue qui a été portée par d'autres. Mais ce qui est intéressant dans notre usage du français, c'est que le français n'est pas français dans les différents pays qui en font usage. Par exemple, un Français qui viendrait ici et qui entrerait en conversation avec un Camerounais pourrait ne pas nécessairement comprendre ce que le Camerounais dit. Et c'est tant mieux. Parce que parler une langue, c'est habiter un monde et se laisser structurer par la langue en question. Donc si nous parlions le français de façon très stricte, c'est que nous n'allions même plus être africains. Donc la possibilité que nous avons, la richesse que nous avons, c'est d'avoir cette manière subversive d'accueillir la langue des autres. L'unité culturelle de l'Afrique viendrait fondamentalement du fait que l'Afrique est traversée par un même esprit. J'ai vécu dans beaucoup de pays africains, du Zimbabwe au Sénégal, Cameroun qui n'est pas mon pays non plus, et dans d'autres pays. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que il y a un esprit qui se traduit dans les cultures. Et du coup, l'Africain, qui soit tchadien, peut se reconnaître dans les manières de faire des Zimbabwéens, peut se reconnaître dans les manières de faire des Sénégalais. Donc, je pense que si nous mettons l'accent sur l'esprit, nous aurons le moyen de construire l'unité africaine. Je disais hier, dans la réunion que j'ai eue avec les autres, pendant j'ai séjourné longtemps aux États-Unis, mais tous les ans, je devais chercher une bourse pour aller dans un pays africain. Et c'est de cette manière que je me refaisais. Parce que j'entrais dans l'esprit africain et ça me refaisait. Et je repartais, donc j'avais de la ressource pour entrer en conversation, par exemple, avec les Américains et pouvoir donc travailler avec eux. Et l'esprit africain, en fait, nous donne cette possibilité de comprendre que
la vie est fondamentale et primordiale. Vous voyez, l'esprit africain nous donne, et c'est un esprit qui est reconnu et apprécié. Hein. Il y a George Bush qui a donné, George Bush, non pas Trump, je ne citerai pas Trump. L'ancien, Barack Obama, non pas, Bill Clinton. Bill Clinton, une fois, a donné un commencement, c'est le grand discours qu'on invite à la fin de l'année pour les graduations. Donc, il donnait un grand discours pour le graduation de l'université de New Hampshire. Et dans son discours, il n'a parlé que de l'Ubuntu philosophie. Donc, cette philosophie africaine, en fait, cet esprit africain de reconnaissance de la vie qui fait que lorsque, par exemple, vous saluez un Sud-Africain, vous lui dites « Comment est-ce que tu vas ?» Il vous dit « Je vais bien si tu vas bien. » En Shona, je peux vous le dire en Shona. Vous dites à quelqu'un « Mamukase, comment vas-tu ?» Il vous répond « Tamuka kana mamukao », c'est-à-dire « Je vais bien puisque tu vas bien. » Vous voyez? C'est voilà. Donc c'est fondamental en fait de reconnaître l'esprit. Et la renaissance africaine pourrait donc venir de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui pourra permettre d'opérer cette rupture qui est fruit d'une décision. Parce que la renaissance doit être le produit d'une décision rationnelle pour s'inscrire dans l'historicité. La renaissance ne peut pas être le fruit naturel de pratiques inconscientes. Elle doit être une décision. Et je pense que de tous les intervenants qui sont arrivés avant moi, chacun a dit des points d'attention pour pouvoir effectivement prendre cette décision rationnelle d'opérer une rupture, et une rupture décisive. Le président Thabo Mbeki parle de la renaissance africaine comme un repositionnement de l'Afrique. Et je pense que c'est fondamental pour nous de comprendre que renaissance et repositionnement, le repositionnement est fondamental et doit s'inscrire donc au cœur même de la renaissance. Et on ne se repositionne qu'à partir de ses propres ressources. Comme disait Kizerbo, on ne dort mieux que sur sa propre natte. Vous n'allez pas pouvoir dormir tranquille sur la note des autres. Donc, on ne se repositionne qu'à partir de ses propres ressources. Et ces ressources sont culturelles, religieuses, économiques et politiques. Hier, j'écoutais l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, qui disait, et curieusement, quand je l'ai envoyé aux autres, ils m'ont beaucoup critiqué. Houphouët-Boigny disait, nous avons tout dans ce continent. Notre terre regorge de richesses. Et pourtant, et François Mitterrand était juste assis à côté de lui, et pourtant, on nous dicte tout le temps ce que nous devons faire. Mais malheureusement, Houphouët-Boigny a fini son propos en disant, nous avons besoin d'aide. Comment pouvez-vous avoir toutes ces richesses et demander encore de l'aide? Et l'Afrique regorge non seulement de ressources naturelles, mais de ressources intellectuelles. Nous sommes puissamment assis et nous devons donc utiliser nos propres ressources pour nous projeter positivement. La renaissance n'est pas seulement une vision du monde, hein, comme disait Cheikh Anta Diop. Elle est une manière d'être et d'avoir. Elle est une manière d'être et d'avoir, une manière de construire l'Afrique. Et c'est là que la conversation avec la diaspora pourra aider la diaspora peut-être, et la diaspora, elle est consciente, hein, la diaspora est très consciente de la situation de l'Afrique, mais peut-être un engagement plus décisif de l'Afrique vis-à-vis de la diaspora pourrait peut-être aider la diaspora à être plus solidaire.
Alors, dans le cadre de ce travail, une des choses qui m'est venue à l'esprit lorsque j'écrivais mon propos, c'est de voir comment faire de sorte que les Africains de la diaspora puissent dire comme les fils d'Israël. Et j'ai beaucoup pensé aux Israélites. Israël s'est construit comme pays à partir de sa diaspora. Parce que dans leurs textes fondamentaux, il y a ce psaume qui dit « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche. » Et je pense qu'il y a des parties de l'Afrique où Merci. Il me reste 5 minutes. Il y a des parties de l'Afrique où les gens sont volontaristes. Nous voyons le Sénégal. Un des pays qui se développe massivement à partir de sa diaspora, c'est le Sénégal. J'ai vécu 2 ans dans une ville qui s'appelle Tambacounda. Tambacounda se transforme d'année en année et prend de nouvelles configurations à partir de sa diaspora. Diaspora solidaire qui a des séjours fréquents au Sénégal et à Tambacounda. Alors, comment est-ce que la diaspora est solidaire? Oui, la diaspora est solidaire. Je pense 1999, j'étais à Nairobi quand le Modibo Keïta est venu, après son travail à la NASA, venu à Nairobi, pour commencer l'université virtuelle. Modibo Diarra, plutôt. Merci pour ça. Modibo Diarra est venu à Nairobi pour lancer l'université virtuelle. Ensuite, il a lancé une autre formation, mais en ligne. Voilà comment la diaspora peut être solidaire à partir des constructions concrètes. Mais cette diaspora, il faut l'encourager. L'initiative de l'université virtuelle ne venait pas de l'État du Kenya, mais venait plutôt de la BAD. Venait de la BAD et de la Banque mondiale, je crois. Alors, quelques points, puisqu'il me reste seulement quelques minutes. Quelques points concrets, en fait, que je voudrais suggérer ici, c'est que nous devons fondamentalement revoir la structure de notre formation, de nos formations, de l'école primaire à l'université. Faire en sorte que l'éducation n'entre pas dans la logique seulement bancaire, mais que l'éducation que nous donnons à nos jeunes devienne des moyens de vision, de perception stratégique du monde. La première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit plus haut, lorsqu'on parle la langue de quelqu'un, on habite son monde et on est structuré par son monde. Et j'ai été très heureux d'entendre le professeur Pondi parler du Kiswahili. Le Kiswahili qui a tout ce qu'il faut pour devenir une langue africaine. Parce que souvent lorsqu'on dit, parce qu'elle est une langue qui est déjà scientifique. À l'université, quand vous allez en Tanzanie, la majorité des Tanzaniens intellectuels pourraient ne pas vous parler en anglais. Parce que ils suivent tout leur cursus en Kiswahili. Et le Kiswahili est parlé déjà dans plusieurs langues. Dans plusieurs pays plutôt. Dans plusieurs pays. Nous avons la Tanzanie, au moins 8 pays. Moi qui suis tchadien, je sais compter en Kiswahili. Même si je ne parle pas Kiswahili. Parce qu'on compte en Kiswahili en arabe. Donc, vous voyez, on peut déjà avoir ces éléments pour faire en sorte, mais en fait, ce qui nous tue en Afrique et qui va rendre difficile la vision de l'Union africaine, c'est les cloisonnements. Les Africains se consolent de leurs petits acquis. On se console de nos petits acquis,
alors que le monde est plus grand. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il y a des pressions. Alors, au niveau politique, il me semble quand même qu'il y a lieu aussi d'aider les Africains à être plus volontaristes. Nous avons appris à en vivre en état de minorité. Et nous avons avancé dans des positions de minorité. Or, l'Africain doit se dire qu'il est temps d'affirmer sa majorité et de se positionner. Tant que cela n'est pas fait, nous allons toujours pétiner en place. Je vous remercie.